Millionnaire jette sa boisson sur sa bonne enceinte. Quelques secondes plus tard, quelque chose d'inattendu se produit. Geneviève Beaumont a toujours été connue à Paris pour son manoir impeccable et ses dîners exclusifs. La femme d'affaires de 52 ans avait bâti un empire dans le secteur des cosmétiques, mais ce samedi soir, devant 40 invités illustres, elle allait complètement perdre son sang-froid d'une manière que personne n'oublierait jamais. Le champagne français coulait lentement dans les cheveux bruns de Léa Morel, tandis qu'elle protégeait instinctivement son ventre de 6 mois. La domestique de 28 ans travaillait au manoir des Beaumont depuis 3 ans, toujours avec un dévouement absolu, mais elle se tenait maintenant là, trempée et humiliée, devant des hommes d'affaires, des politiciens et des socialites qui observèrent la scène dans un silence de mort. « Voleuse !» cria Geneviève, tenant sa coupe vide d'une main tremblante. « Je pensais pouvoir te faire confiance, Léa. 3 ans. 3 ans que tu entres dans ma maison, que tu nettoies mes affaires, que tu as accès à tout, et c'est comme ça que tu me remercies. » Léa essuya le liquide qui coulait sur son visage avec la manche de son uniforme beige, s'efforçant de garder sa dignité même avec le cœur battant à tout rompre. Les invités chuchotaient entre eux, certains tenant leur verre avec malaise. La musique d'ambiance s'était arrêtée et seul le lustre en cristal qui se balançait légèrement rompait le silence tendu. « Madame Geneviève, je n'ai rien pris chez vous, » répondit Léa d'une voix serrée mais ferme. « Je ne ferai jamais une chose pareille. Vous savez qui je suis. » « Si je sais qui tu es. » Geneviève rit avec amertume. « Apparemment, je ne sais rien. Les bracelets en or de ma grand-mère, Léa. Ils étaient dans le coffre-fort de la bibliothèque hier, et aujourd'hui, ils ont disparu. Toi seul as la clé d'entretien de cette pièce. » Léa sentit une forte contraction dans son ventre et s'accrocha aux côtés d'une chaise capitonnée. La grossesse était déjà lourde, et le stress de la situation affectait le bébé. Elle travaillait depuis l'âge de 15 ans pour subvenir aux besoins de sa mère malade et n'avait jamais pris ne serait-ce qu'un bonbon de la maison de ses employeurs. « Madame Geneviève, je peux vous expliquer pour les bracelets, » dit Léa, prenant une profonde inspiration pour contenir son anxiété. « Hier, pendant que je nettoyais le coffre-fort, ils sont tombés derrière le meuble. J'ai essayé de les attraper, mais avec mon ventre, je n'arrivais pas à me baisser correctement. J'ai laissé un mot sur votre bureau pour vous prévenir. » Geneviève cessa de faire les 100 pas et regarda Léa fixement. Il y avait quelque chose de différent dans le ton de la domestique, une sincérité qu'elle ne voulait pas reconnaître dans cet accès de fureur. « Quel mot ? Je n'ai vu aucun mot. Je l'ai laissé sous le pot d'orchidée sur votre bureau. J'y ai écrit que j'avais besoin de l'aide de M. Gérard de la maintenance pour déplacer le meuble demain matin. Le docteur Philippe Girard, l'un des invités les plus respectés et ami de la famille depuis des décennies, s'approcha discrètement de Geneviève. C'était un homme de 65 ans, aux cheveux gris et au regard paternel, qui conseillait toujours Geneviève dans les moments difficiles. « Geneviève, il serait peut-être préférable de vérifier cette histoire de mots avant de continuer, » suggéra-t-il à voix basse. « Cette jeune femme semble sincère. »« Sincère ?» Geneviève se retourna brusquement. « Docteur Philippe, elle est en train d'inventer des excuses, c'est évident. Et regardez son état, enceinte. Elle me l'a caché pendant des mois. » Léa sentit ses joues brûler de honte. Il était vrai qu'elle avait caché sa grossesse aussi longtemps qu'elle avait pu. Geneviève avait toujours été claire. Elle ne voulait pas d'employés ayant des complications personnelles chez elle. Léa avait désespérément besoin de cet emploi. « Je comptais vous annoncer la nouvelle la semaine prochaine, » murmura Léa. « J'attendais le bon moment. Je sais que vous n'aimez pas les employés qui ont de jeunes enfants. » « Exactement. » Geneviève frappa du poing sur la table en marbre, faisant teinter les coupes. « Parce que les employés qui ont des enfants trouvent toujours des excuses. Ils doivent toujours s'absenter, ils mettent toujours la famille avant le travail. Et voilà qu'elle débarque enceinte de 6 mois. Depuis combien de temps me trompez-vous » Les invités commençaient à être visiblement mal à l'aise. Madame Solange Lefebvre, une dame élégante de 70 ans qui fréquentait les dîners de Geneviève depuis une décennie, s'approcha en touchant légèrement le bras de l'hôtesse. « Chère Geneviève, peut-être pourrions-nous régler cela en privé. Vos invités ?»« Non !» Geneviève recula brusquement. « Je veux que tout le monde voie le genre de personne à qui j'ai fait confiance pendant 3 ans. Je veux qu'ils voient comment nous sommes trahis par ceux que nous aidons. »
Léa ressentit une autre contraction et s'appuya plus fermement sur sa chaise. La situation devenait insoutenable, et elle devait sortir de là avant que quoi que ce soit n'arrive au bébé. « Madame Geneviève, je m'en vais, » dit Léa avec dignité. « Je vais chercher mes affaires dans la chambre de bonne, et je ne reviendrai plus. Mais je veux que vous sachiez qu'en 3 ans, je n'ai jamais pris ne serait-ce qu'un trombone à vous. J'ai toujours respecté cette maison comme si c'était ma propre famille. » « Famille ?» Geneviève rit avec mépris. « Vous n'avez jamais fait partie de la famille, Léa. Vous n'étiez qu'une employée, et les employés malhonnêtes n'ont pas leur place dans ma maison. » Léa acquiesça lentement, essuya les dernières gouttes de champagne de son visage et se dirigea d'un pas lent vers la sortie du salon principal. Chaque pas faisait mal, non seulement physiquement à cause de sa grossesse, mais aussi émotionnellement. Cette maison avait été son refuge ces 3 dernières années. Elle connaissait chaque recoin, chaque objet, chaque habitude de Geneviève. Elle avait tout entretenu avec un amour sincère. Tandis que Léa montait l'escalier de service qui menait à sa chambre, Geneviève resta plantée au milieu du salon, respirant lourdement. Les invités évitèrent de la regarder directement, créant une atmosphère étrange et tendue qui transforma l'élégante réception en une veillée mortuaire sociale. « Geneviève. » Dr Philippe s'approcha de nouveau. « Vous devriez vérifier ce mot avant qu'il ne soit trop tard. » « Trop tard pourquoi ? » « Pour vous rendre compte que vous avez peut-être commis une terrible erreur. » Geneviève regarda autour d'elle et vit les visages des invités. Certains montrèrent du choc, d'autres de la gêne, mais tous remettaient clairement en question ce dont ils venaient d'être témoins. La femme d'affaires, qui avait toujours été fière de sa réputation irréprochable, venait de détruire publiquement une femme enceinte sur la base d'un simple soupçon. 20 minutes plus tard, Léa redescendit, portant seulement une petite valise en tissu marron et un sac à main. Ses 3 ans de vie tenaient dans ses quelques biens. Geneviève était dans le bureau, vérifiant sous le vase d'orchidées, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée se fermer doucement. Et là, il était. Un petit papier jaune plié, exactement là où Léa avait dit l'avoir laissé. « Madame Geneviève, les bracelets en or sont tombés derrière le coffre-fort de la bibliothèque pendant le nettoyage. J'ai besoin de l'aide de Monsieur Gérard demain pour déplacer le meuble et les récupérer. Désolé pour le dérangement. Léa. » Les mains de Geneviève tremblèrent, tandis qu'elle lisait et relisait le mot. L'écriture appliquée de Léa, elle qui était toujours si soigneuse dans tout ce qu'elle faisait. Le papier était jauni parce qu'il était resté 2 jours sous le vase. Geneviève avait été si occupée par les préparatifs du dîner qu'elle n'avait pas touché au bureau. Elle courut jusqu'à la bibliothèque et, avec effort, réussit à déplacer légèrement le lourd meuble du coffre-fort. Les 3 bracelets en or de sa grand-mère étaient là, brillant sur le sol exactement comme Léa l'avait décrit. Geneviève s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir du bureau, le mot toujours à la main. Elle avait détruit la réputation d'une femme innocente et enceinte devant 40 personnes. Elle avait humilié une employée dévouée sur la base d'un soupçon infondé. Elle avait complètement perdu son sang-froid et montré un visage d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Dehors, Léa marchait lentement sur l'avenue Montaigne en direction de l'arrêt de bus. La fine pluie d'octobre à Paris commençait à tomber, mouillant un peu plus ses vêtements déjà imbibés de champagne. Elle tenait son ventre d'une main et sa valise de l'autre, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. À l'arrêt de bus, Léa s'assit sur le banc de métal froid et laissa enfin les larmes couler librement. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais d'un mélange complexe de soulagement, de peur et d'indignation. Soulagement parce qu'elle n'aurait plus à cacher sa grossesse, peur d'un avenir incertain et indignation face à l'injustice subie. Une dame âgée qui attendait le même bus remarqua l'état de la jeune femme et s'approcha en lui tendant un mouchoir en tissu. « Ça va, ma petite ? J'ai perdu mon travail ?» répondit simplement Léa en acceptant le mouchoir. « Et je suis enceinte de 6 mois. »« Oh là là !» La dame s'assit à côté d'elle. « Que s'est-il passé ?» Léa regarda la femme aux cheveux blancs et au visage bienveillant. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui inspirait une compréhension sincère, comme si elle aussi avait traversé des épreuves semblables. « Ma patronne m'a accusé de vol devant 40 personnes lors d'un dîner élégant. Elle m'a jeté du champagne à la tête. Mais je n'ai rien volé. Je ne volerai jamais rien. » La dame secoua la tête avec indignation. « Ces gens riches croient qu'ils peuvent traiter les autres comme des objets. Mais vous verrez, ma petite,
Les choses finissent toujours par s'arranger. Ce qui vous revient de droit finit toujours par revenir. Le bus arriva et Léa prit congé de la dame gentille. Pendant le trajet d'1 heure jusqu'à chez elle à Clichy-sous-Bois, elle repensa aux paroles de la femme. Ce qui vous revient de droit finit toujours par revenir. Était-ce simplement une phrase de consolation ou y avait-il un sens plus profond? Léa vivait dans une petite maison de 2 pièces avec sa mère, Claire, âgée de 55 ans, qui travaillait comme couturière à domicile depuis qu'elle avait développé des problèmes cardiaques. Lorsque Léa arriva trempée et chargée de sa valise, Claire comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Léa, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Pourquoi es-tu toute mouillée? Et cette valise ?» Léa raconta tout à sa mère, depuis l'accusation des bracelets jusqu'à l'humiliation publique. Claire écouta en silence, son expression devenant de plus en plus grave au fil du récit. « Cette femme n'avait pas le droit de te faire ça, » dit Claire en aidant sa fille à se changer. 3 ans que tu t'occupais de sa maison comme si c'était ta propre famille. 3 ans à te lever à 5 heures du matin, à rentrer à 9 heures du soir, à travailler même le week-end quand elle recevait des invités. « Maman, je ne sais plus ce qu'on va faire maintenant. » Léa s'assit sur le lit, laissant enfin la peur de l'avenir l'envahir. « Le bébé naît dans 3 mois. Je n'ai plus de travail, je n'ai pas de référence, parce qu'elle ne dira jamais rien de bon sur moi après ce qui s'est passé aujourd'hui. » Claire s'assit à côté de sa fille et la serra dans ses bras. « Tu as des références, si. Tu as 3 ans de travail honnête. Et tu as quelque chose de plus important, du caractère. Ça, personne ne peut te l'enlever. » Cette nuit-là, Léa ne parvint pas à dormir. Elle resta les yeux fixés au plafond de la petite chambre, pensant à comment sa vie avait complètement changé en l'espace de quelques heures. Le matin venu, elle serait au chômage, enceinte et avec une réputation entachée. Comment trouverait-elle un nouveau travail dans ces conditions? À 2 heures du matin, elle se leva pour boire de l'eau et remarqua qu'elle avait oublié quelques affaires personnelles dans son sac de travail. Lorsqu'elle vida le sac pour organiser ses affaires, elle trouva quelque chose qui ne lui appartenait pas. Une enveloppe jaunie pliée dans la poche intérieure. Léa alluma la lumière de la cuisine et examina l'enveloppe. Elle était adressée à Étienne Morel, d'une écriture tremblante et ancienne. Étienne Morel était le nom de son défunt mari. Mais comment une lettre adressée à Étienne pouvait-elle se trouver dans son sac de travail? Les mains tremblantes, Léa ouvrit l'enveloppe. La lettre était datée de 15 ans plus tôt et était signée par quelqu'un nommé Monsieur Bernard. « Mon cher Étienne, si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin décidé de chercher la vérité sur ta famille. J'ai gardé ce secret pendant de nombreuses années, mais maintenant que je suis malade et proche de la fin, je dois tout raconter. Tu n'es pas seulement Étienne Morel, le garçon que nous avons élevé avec amour. Tu as une sœur jumelle qui a été séparée de toi quand tu n'avais que 5 ans. Sa famille est riche, très riche, et vit dans un grand manoir au sud de Paris. Son nom de famille est Beaumont, Geneviève Beaumont. » Léa dut lire la lettre 3 fois avant de comprendre complètement ce qui était écrit. Étienne, son mari disparu il y a 2 ans, dans un accident du travail, était le frère jumeau de Geneviève Beaumont. Cette même Geneviève qui venait de l'humilier publiquement était sa belle-sœur. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. La révélation était si choquante que Léa dut s'asseoir. Son mari, l'homme gentil et travailleur qu'elle avait rencontré à 18 ans, était le frère de la femme d'affaires millionnaire. Comment était-ce possible? Pourquoi Étienne n'avait-il jamais mentionné une sœur riche? Léa relut la lettre à la recherche de plus de détails. Monsieur Bernard expliquait qu'Étienne avait été adopté par la famille Morel lorsqu'il était enfant, après un problème dans la famille d'origine. La lettre mentionnait que Geneviève n'avait jamais connu l'existence de son frère, car les parents avaient décidé de séparer les jumeaux après un traumatisme familial. « Mon Dieu !» murmura Léa pour elle-même. Étienne a travaillé dans le jardin du manoir quand nous étions amoureux. Il disait toujours que la patronne était une femme très triste, qui semblait chercher constamment quelque chose qu'elle avait perdu. Comment n'a-t-il pas compris qu'elle était sa sœur? Léa se souvint des rares fois où Étienne avait mentionné son travail de jardinier chez les Beaumont. C'était il y a plus de 10 ans, avant leur mariage. Étienne n'y avait travaillé que 6 mois, mais il parlait toujours avec affection du manoir et des jardins dont il s'occupait.
La lettre continuait avec d'autres révélations troublantes. Monsieur Bernard expliquait que les parents des jumeaux, après un accident traumatique impliquant la noyade d'un enfant dans la piscine du manoir, avaient décidé qu'ils ne pourraient pas élever les deux enfants. Le souvenir constant d'un jumeau rappellerait toujours à l'autre la tragédie. Ils décidèrent de confier Étienne à l'adoption, de garder Geneviève et de changer complètement la décoration de la maison. Étienne, ta sœur n'a jamais su que tu existais. Les parents ont inventé que tu avais disparu dans le même accident qui a coûté la vie à votre cousin. Elle a grandi en croyant qu'elle était seule au monde, sans famille. C'est pour cela qu'elle est devenue une personne si renfermée et méfiante. La culpabilité et le deuil ont façonné toute sa personnalité. Léa ressentit un mélange d'émotions contradictoires. De la colère pour avoir été humiliée par sa propre belle-sœur, de la compassion pour l'histoire tragique de Geneviève, et de la tristesse parce qu'Étienne n'avait jamais su la vérité sur ses origines. Pourquoi Étienne ne m'a-t-il jamais dit qu'il était adopté? Se demanda-t-elle. En 8 ans de relation, il n'a jamais rien mentionné à ce sujet. La réponse vint dans les dernières lignes de la lettre. Étienne, je sais que nous t'avons élevé avec tant d'amour que tu n'as jamais ressenti le besoin de chercher ta famille biologique. Nous avons respecté ton choix de te considérer uniquement comme un Morel. Mais maintenant que nous ne serons plus là pour te protéger de la vérité, tu dois décider si tu veux connaître ta sœur. Elle a besoin d'une famille, Étienne. Elle est seule au monde et ne le sait pas. Léa plia soigneusement la lettre et la rangea dans l'enveloppe. La découverte changeait tout. Geneviève n'était pas seulement la patronne cruelle qui l'avait humiliée, c'était la sœur de l'homme qu'elle avait aimé, la tante du bébé qu'elle portait, la famille qu'elle ne savait pas avoir. Mais comment utiliser cette information? Geneviève venait de la renvoyer de la manière la plus humiliante possible. Comment Léa pourrait-elle l'approcher maintenant avec une révélation aussi choquante? Serait-ce crédible? Ou Geneviève penserait qu'il ne s'agissait que d'une tentative désespérée d'une ancienne employée de faire chanter sa patronne. Léa passa le reste de la nuit éveillée, retournant la situation dans son esprit. Au matin, elle décida de parler à sa mère de sa découverte. « Maman, est-ce qu'Étienne t'a dit quelque chose sur le fait d'avoir été adoptée ?» Claire s'arrêta de plier les vêtements qu'elle était en train de coudre et regarda sa fille avec une expression étrange. « Pourquoi tu me demandes ça, Léa ?»« Parce que j'ai trouvé une lettre dans mon sac de travail. » Une lettre adressée à Étienne qui explique tout sur sa véritable famille. Léa montra la lettre à sa mère et attendit pendant qu'elle la lisait. Le visage de Claire traversa plusieurs expressions. Surprise, tristesse, compréhension. Étienne m'a dit qu'il était adopté quand on a commencé à sortir ensemble sérieusement, révéla Claire. Mais il disait qu'il ne voulait rien savoir sur sa famille biologique. Il disait que nous, les Morel, étions sa vraie famille et que cela lui suffisait. Mais maman, regarde le nom de famille de sa sœur, Geneviève Beaumont. C'est la femme pour qui j'ai travaillé pendant 3 ans. C'est la femme qui m'a humilié hier. Claire relut la lettre plus lentement, en se concentrant sur les détails. Mon Dieu, Léa, tu as travaillé chez ta belle-sœur sans le savoir, et elle t'a maltraité sans savoir que tu es mariée à son frère. Veuve, maman, je suis la veuve de son frère. Et enceinte de son neveu, ajouta Claire, touchant le ventre de sa fille. Ce bébé est le seul parent par le sang que cette femme est au monde, et elle ne le sait pas. Léa ressentit une étrange pointe dans le ventre. Ce n'était pas une contraction, mais quelque chose de différent. Comme si le bébé réagissait à la conversation sur la famille. « Maman, qu'est-ce que je fais de cette information? Comment je lui annonce? Elle ne me croira jamais. Elle va penser que j'invente une histoire folle pour me venger de ce qui s'est passé hier. » Claire s'assit à côté de sa fille et réfléchit pendant quelques minutes. « Léa, tu dois décider de ce qui est le plus important, ta fierté ou la vérité. Cette femme a perdu son frère sans jamais l'avoir connu. Toi, tu as perdu ton mari. Vous avez toutes les deux souffert de pertes, mais de manière différente. C'est peut-être le moment d'unir vos peines au lieu de les laisser vous diviser. Mais maman, tu as vu comment elle m'a traité. Elle m'a jeté du champagne sur la tête devant 40 personnes. Elle m'a traité de voleuse. Elle m'a humiliée d'une façon que je n'oublierai jamais. Et tu crois qu'elle oubliera la honte qu'elle ressentira quand elle découvrira qu'elle a fait ça à sa belle-sœur? Léa n'avait pas pensé à cet angle.
Geneviève souffrirait aussi de la révélation de la vérité. Découvrir qu'elle avait attaqué la famille qu'elle cherchait inconsciemment depuis toute sa vie serait dévastateur. Au même moment, dans le manoir de l'avenue Montaigne, Geneviève vivait la pire matinée de sa vie. Elle s'était réveillée à 5 heures du matin en pensant à la scène du dîner, aux mots de Léa, au bracelet trouvé derrière le meuble. Geneviève était seule dans le manoir. Elle congédiait toujours tout le personnel le week-end, préférant rester seule avec ses pensées. Mais désormais, ce silence qui était autrefois réconfortant était devenu oppressant. Chaque pièce de la maison semblait résonner des paroles qu'elle avait adressées à Léa la veille au soir. Elle essaya de prendre son petit déjeuner, mais elle ne put rien avaler. Elle essaya de lire les journaux, mais les mots se brouillaient devant elle. Elle essaya de travailler sur quelques contrats, mais son esprit ne pouvait penser qu'à une seule chose. Elle avait détruit une femme innocente. Vers 10 heures du matin, Geneviève prit le téléphone et composa le numéro du docteur Philippe Girard. « Philippe, il faut que je te parle. Puis-je venir chez toi ?»« Bien sûr, Geneviève. J'attendais ton appel. Hier a été difficile. » Geneviève s'habilla d'une tenue simple, une chose rare pour elle, et conduisit jusqu'à la maison de son ami à Passy. Le docteur Philippe était un psychiatre à la retraite et l'un des rares véritables amis que Geneviève ait. Il la connaissait depuis qu'elle était une jeune femme d'affaires essayant de bâtir son entreprise. « Geneviève, asseyez-vous, » dit le docteur Philippe lorsqu'elle arriva. « Nous allons parler d'hier. » « Philippe, j'ai trouvé le mot. Léa disait la vérité. Les bracelets étaient derrière le meuble, exactement comme elle l'avait dit. J'ai humilié une femme enceinte et innocente devant 40 personnes. » Le docteur Philippe acquiesça lentement. « Et comment vous sentez-vous à ce sujet ?»« Je me sens horrible. Je me sens comme un monstre. Je ne sais pas ce qui m'a pris hier. C'était comme si toute ma frustration accumulée pendant des années avait explosé d'un coup. Et Léa s'était trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. » Quel genre de frustration, Geneviève? Geneviève resta silencieuse quelques minutes. C'était une question qu'elle évitait de se poser, même à elle-même. « Philippe, vous me connaissez depuis 20 ans. Vous savez que je n'ai jamais réussi à créer de vrais liens avec qui que ce soit. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais entretenu d'amitié proche. J'ai toujours senti comme s'il manquait quelque chose en moi, comme si j'étais incomplète. Et vous avez rejeté ce sentiment sur Léa. Je crois que oui. Elle était si complète. Même en étant pauvre, même en traversant des difficultés, elle avait cette sérénité, cette paix intérieure que je n'ai jamais eue. Et elle était enceinte, créant une vie nouvelle. Je crois que je l'enviais pour cela sans m'en rendre compte. » Le docteur Philippe se pencha en avant. « Geneviève, avez-vous déjà cherché à en savoir plus sur votre famille, sur vos parents? J'ai toujours trouvé étrange que vous ne parliez jamais de votre enfance. » « Il n'y a rien à dire. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai été élevée par des gouvernantes, puis je suis allée en pensionnat. J'ai toujours été seule au monde. Mais avez-vous des souvenirs de quand vous étiez toute petite, avant les pensionnats ?» Geneviève hésita. En réalité, elle avait des fragments de souvenirs étranges, des rêves récurrents avec un petit garçon qui jouait avec elle, une sensation constante d'avoir perdu quelque chose de très important. Mais elle avait toujours écarté ces souvenirs comme des fantasmes d'enfant. « Pourquoi me demandez-vous cela, Philippe ? Parce que votre comportement d'hier m'a rappelé quelqu'un qui revit un ancien traumatisme. La façon dont vous avez attaqué Léa était disproportionnée même pour quelqu'un qui découvre un vol. C'était presque primitif. » Geneviève fut mal à l'aise avec cette analyse. « Vous pensez que j'ai besoin d'une thérapie ? Je pense que vous devez d'abord vous excuser auprès de Léa. Et ensuite, il est peut-être temps d'explorer certaines questions de votre passé que vous n'avez jamais voulu affronter. Philippe, je ne sais même pas où elle habite. Elle n'a jamais donné sa vraie adresse, seulement le quartier. Alors il va falloir chercher. » Cet après-midi-là, Geneviève fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle conduisit jusqu'à Clichy-sous-Bois pour chercher Léa. Elle n'avait pas l'adresse exacte. Elle savait seulement que son ex-employé vivait avec sa mère quelque part dans cette banlieue lointaine. Geneviève n'avait jamais mis les pieds dans la banlieue parisienne. Le contraste avec son monde de demeures cossues et de centres commerciaux de luxe était saisissant. Les rues étaient plus étroites, les maisons plus simples, mais il y avait une vie communautaire qu'elle n'avait jamais connue. Des enfants jouèrent dans la rue,
Des voisins discutaient sur les trottoirs. Il y avait une humanité palpable que sa demeure isolée ne possédait pas. Après 2 heures à demander dans les petits commerces et aux passants, Geneviève trouva enfin quelqu'un qui connaissait Léa Morel. La Léa qui travaillait comme employée de maison, demanda une dame qui vendait des beignets au coin d'une rue. Je la connais, oui. Elle habite rue des Lilas, Maison Bleue, numéro 47. Mais depuis hier, elle est très bouleversée. Elle a perdu son emploi. Geneviève ressentit une pointe de culpabilité au creux de l'estomac. Vous savez pourquoi elle a perdu son emploi? Oui, sa patronne l'a accusée de vol. Mais tout le monde ici sait que Léa est d'une honnêteté rare. Ça a dû être un malentendu. Geneviève la remercia et conduisit jusqu'à la rue des Lilas. La maison numéro 47 était petite, mais bien entretenue. Elle avait un petit jardin simple sur le devant et des rideaux en tissu fleuris aux fenêtres. Geneviève resta dans sa voiture quelques minutes, rassemblant son courage pour aller frapper à la porte. Quand elle sortit enfin de la voiture, quelques voisines remarquèrent la femme élégante et la voiture importée dans la rue Modeste. Geneviève pouvait sentir les regards curieux tandis qu'elle marchait jusqu'à la porte d'entrée. Léa était dans la cuisine, en train d'aider sa mère à préparer le déjeuner, quand elle entendit la sonnette. Comme elle n'attendait pas de visite, elle alla ouvrir avec une certaine méfiance. Quand elle ouvrit la porte et vit Geneviève plantée là, Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Madame Geneviève, que faites-vous ici ?» Geneviève était nerveuse, ce qui était rare chez elle. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle cherchait les mots justes. « Léa, je suis venue m'excuser et vous rendre ceci. » Geneviève tendit une enveloppe contenant de l'argent à Léa, qui ne l'accepta pas. « Je ne veux pas de votre argent, Madame Geneviève. Je veux seulement que vous reconnaissiez que vous m'avez accusé injustement. Je le reconnais. J'ai trouvé le mot que vous aviez laissé sur mon bureau. J'ai trouvé les bracelets derrière le meuble. Vous aviez raison, et j'avais tort. » Léa croisa les bras sur son ventre arrondi. « Et c'est pour cela que vous êtes venu ici, pour vous excuser ?»« Oui, et pour vous proposer de reprendre votre poste, si vous le voulez. » Léa rit sans joie. « Madame Geneviève, vous m'avez humiliée devant 40 personnes. Vous m'avez jeté du champagne à la tête. Vous m'avez traité de voleuse. Et maintenant, vous pensez pouvoir tout réparer en me proposant de reprendre mon poste ?» Geneviève baissa les yeux. Elle savait que l'offre était insuffisante, mais elle ne savait pas comment réparer la situation autrement. « Léa, je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé hier, mais je peux essayer de compenser d'une manière ou d'une autre. La seule chose que je veux de vous, c'est que vous disiez la vérité aux personnes qui étaient au dîner, que vous disiez que vous m'avez accusé injustement. Je vais le faire. Je vais appeler chacune d'elles aujourd'hui même. » Léa acquiesça, mais n'invita toujours pas Geneviève à entrer. La conversation se déroulait sur le pas de la porte, tandis que Claire observait discrètement depuis la cuisine. « Madame Geneviève, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous traité de cette façon? En 3 ans de travail, je n'ai jamais donné de raison de se méfier de moi. Pourquoi, lorsqu'un problème est survenu, avez-vous automatiquement pensé que j'étais coupable ?» Geneviève mit du temps à répondre. C'était une question qu'elle s'était elle-même posée toute la nuit. « Je ne sais pas, Léa. Je crois que j'ai du mal à faire confiance aux gens. Des problèmes qui viennent de très loin. Avez-vous de la famille, Madame Geneviève? Des frères? Des sœurs ?» La question prit Geneviève par surprise. Pourquoi Léa lui posait-elle des questions sur sa famille? « Non, j'ai toujours été seule. » Pourquoi? Léa sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment de décider si elle parlerait de la lettre ou non. Elle regarda Geneviève, vit une femme d'âge mûr visiblement ébranlée et décida que la vérité était plus importante que l'orgueil. « Madame Geneviève, voulez-vous entrer? J'ai quelque chose de très important à vous montrer. » Geneviève suivit Léa à l'intérieur de la maison Modeste. Claire se présenta poliment et proposa un café, que Geneviève accepta plus par nervosité que par envie. Les 3 femmes s'installèrent dans le petit salon douillet. « Madame Geneviève, hier, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé quelque chose dans mon sac de travail qui a tout changé, » commença Léa. « Une lettre qui n'était pas à moi, mais qui explique beaucoup de choses sur votre famille. » Geneviève sembla perplexe. « Une lettre sur ma famille? Comment ça ?» Léa prit une profonde inspiration et tendit l'enveloppe jaunie à Geneviève. « Cette lettre est adressée à mon défunt mari, Étienne Morel.
Elle explique qu'il avait une sœur jumelle qui a été séparée de lui durant l'enfance, une sœur nommée Geneviève Beaumont. Geneviève prit la lettre, les mains tremblantes. Elle lut le nom Étienne Morel sur l'enveloppe, puis regarda Léa avec une expression de choc total. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Léa ?»« Je dis qu'Étienne, mon mari, était votre frère jumeau, que vous et lui avez été séparés enfants, après une tragédie familiale, et que, sans le savoir, j'ai travaillé dans la maison de ma belle-sœur pendant 3 ans. » Geneviève lut la lettre en entier 2 fois avant de pouvoir parler. Ses mains tremblaient tellement qu'elle parvint à peine à tenir le papier. « Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu de frère. Mes parents ne m'ont jamais parlé d'un frère. Lisez la lettre, Madame Geneviève. » Tout y est expliqué. Lorsque Geneviève eut fini de lire, elle était pâle comme un fantôme. La lettre expliquait des détails sur sa propre enfance qu'elle n'avait jamais entièrement compris. Les changements brusques dans la décoration de la maison, la fermeture de la piscine, la profonde tristesse de ses parents qu'elle n'avait jamais su expliquer. « Claire !» Geneviève se tourna vers la mère de Léa. « Vous étiez au courant? Vous saviez qu'Étienne était... » « Je savais qu'il avait été adopté, » répondit Claire. « Mais il n'a jamais voulu en savoir plus sur sa famille biologique. Il disait que nous étions une famille suffisante pour lui. » Geneviève se leva et se mit à tourner en rond dans la petite pièce. « Cela explique tant de choses, » murmura-t-elle. « J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. J'ai toujours eu des rêves avec un garçon qui jouait avec moi. J'ai toujours ressenti une solitude que je ne pouvais pas expliquer, même au milieu des gens. » Léa observait Geneviève assimiler l'information. Elle pouvait voir que la révélation était aussi bouleversante pour elle que pour Léa la veille au soir. « Madame Geneviève, Étienne a travaillé comme jardinier chez vous il y a plus de 10 ans, avant notre mariage. Vous souvenez-vous de lui ?» Geneviève s'arrêta de marcher et regarda fixement Léa. « Étienne Morel, un jeune homme brun, grand, qui s'occupait des jardins avec beaucoup de soin, qui posait toujours des questions sur l'histoire des plantes, lui-même. Mon Dieu !» Geneviève s'assit lourdement sur le canapé. « Je me souviens de lui. C'était un jeune homme très poli, très attentionné avec les plantes. Je lui parlais parfois des jardins. J'ai toujours ressenti une sympathie étrange pour lui, mais je n'ai jamais compris pourquoi. »« Et maintenant, vous savez pourquoi, » dit Léa doucement. « C'était votre frère jumeau. Vous vous êtes reconnus d'une certaine façon, sans savoir qui vous étiez l'un pour l'autre. » Geneviève se mit à pleurer. Ce n'était pas un pleur dramatique, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage sans qu'elle puisse les contrôler. « Léa, où est-il maintenant? Puis-je lui parler ?» Léa sentit son cœur se serrer. Ce serait la partie la plus difficile de la révélation. « Madame Geneviève, Étienne est parti il y a 2 ans. Un accident du travail sur un chantier. J'étais enceinte de 3 mois quand c'est arrivé, mais j'ai perdu le bébé peu après à cause du choc. » Geneviève s'arrêta de respirer un instant. « Et il n'est plus là. Non. Et j'ai aussi perdu mon premier bébé. Mais maintenant je suis à nouveau enceinte, de 6 mois. Ce bébé est votre neveu, Madame Geneviève. C'est la seule famille de sang qu'il vous reste. » Geneviève regarda le ventre de Léa comme si elle voyait une apparition. Son frère jumeau, qu'elle avait cherché inconsciemment toute sa vie, était parti sans qu'elle ait eu la chance de le connaître. Mais il avait laissé un héritage, un enfant qui allait naître. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. « Puis-je toucher ?» demanda Geneviève avec hésitation, regardant le ventre de Léa. Léa acquiesça et prit la main de Geneviève, la posant doucement sur le ventre où le bébé bougeait. Au moment où Geneviève toucha le ventre, le bébé donna un coup de pied puissant, comme s'il répondait au contact de sa tante. « Il bouge !» murmura Geneviève, des larmes fraîches aux yeux. « C'est un garçon ou une fille ?»« Nous ne savons pas encore. Nous voulons que ce soit une surprise. Mais le bébé est en bonne santé et fort. Il naîtra en décembre. » Geneviève garda la main sur le ventre de Léa pendant quelques minutes, sentant les mouvements de ce neveu qu'elle allait connaître. C'était la première fois de sa vie qu'elle ressentait un véritable lien familial. « Léa, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de vous avoir traité de cette façon. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu la chance de connaître mon frère. Je suis désolé pour tout. Madame Geneviève, il est peut-être trop tard pour connaître Étienne, mais il n'est pas trop tard pour être une famille.
Ce bébé va avoir besoin d'une tante, et je pourrai lui raconter comment était son père, à travers les souvenirs que j'ai. Geneviève acquiesça, mais elle digérait encore toute la situation. Léa, pouvez-vous m'en dire plus sur Étienne? Comment était-il? Comment vous êtes-vous rencontrés? Léa passa l'heure suivante à raconter des histoires sur Étienne. Comme il était affectueux et travailleur, comme il prenait soin d'elle et de Claire, comme il rêvait d'avoir une grande famille pour compenser la solitude de son enfance. Geneviève écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'un trésor, construisant mentalement l'image du frère qu'elle n'avait jamais connu. Il disait toujours qu'il voulait avoir des enfants pour leur donner tout ce qu'il sentait ne pas avoir eu étant enfant, raconta Léa. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, une famille présente. Il aurait été un père merveilleux. « Et vous pensez que je peux être une tante merveilleuse ?» demanda Geneviève avec hésitation. « Je n'ai jamais eu de contact avec les enfants. Je ne sais rien sur la façon de s'occuper d'un bébé ou d'être une famille. »« Vous pouvez apprendre, » répondit Claire, qui était restée plus silencieuse pendant la conversation. « La famille n'est pas quelque chose qu'on sait faire en naissant. C'est quelque chose qui se construit avec amour et patience. » Geneviève regarda les deux femmes qui, quelques heures plus tôt, n'étaient qu'une ancienne employée et la mère d'une ancienne employée. Maintenant, elles étaient sa belle-sœur et la future grand-mère de son neveu. Toute sa vie avait changé grâce à une vieille lettre trouvée par hasard. « Léa, qu'attendez-vous de moi ?» demanda Geneviève directement. « Parce qu'après la façon dont je vous ai traité, vous auriez parfaitement le droit de cacher cette information et de poursuivre votre vie sans moi. » Léa réfléchit soigneusement avant de répondre. « Madame Geneviève, je ne veux rien de vous. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'emploi, je ne veux aucune faveur. Je veux seulement que mon fils grandisse en connaissant l'histoire de son père et en sachant qu'il a une tante qui peut lui raconter des choses sur la famille que je ne pourrai jamais lui raconter. Et je veux connaître cet enfant. Je veux faire partie de sa vie. Je veux essayer d'être la famille que mon frère aurait été s'il en avait eu la chance. » Les trois femmes restèrent silencieuses pendant quelques minutes, chacune digérant les changements dramatiques que cet après-midi avait apportés. Le soleil se couchait et la lumière dorée qui entrait par la fenêtre du salon créait une atmosphère presque magique. « Léa », Geneviève brisa enfin le silence. « Vous et Claire aimeriez-vous dîner chez moi ce soir? Pas un dîner formel, juste un dîner de famille ?» Léa regarda sa mère, qui acquiesça avec un sourire discret. « Nous viendrions avec plaisir, Madame Geneviève, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que vous arrêtiez de m'obliger à vous appeler Madame Geneviève. Nous sommes belles-sœurs maintenant. Je peux vous appeler Geneviève. » Léa sourit sincèrement pour la première fois depuis l'humiliation de la veille. « D'accord, Geneviève. » Le dîner au manoir ce soir-là fut complètement différent du dîner élégant de la veille. Geneviève avait congédié tous les employés et préparé elle-même un repas simple. Les trois femmes s'assirent dans la cuisine et non dans le grand salon, parlant de famille, de passé et d'avenir. Geneviève montra à Léa et à Claire de vieilles photos du manoir, dont certaines montrèrent les jardins dont Étienne s'était occupé des années auparavant. Léa put voir qu'Étienne avait planté certains des arbres qui étaient encore là, laissant une marque permanente dans ce lieu qui était, sans qu'il le sache, la maison de sa sœur. « Léa, j'ai une proposition, » dit Geneviève pendant qu'elle prenait le thé après le dîner. « Je ne veux pas que vous reveniez travailler comme employé ici, mais j'aimerais que vous et Claire envisagiez de déménager dans la maison d'hôte qui se trouve au fond du terrain. C'est une petite maison, mais confortable, et ainsi je pourrai suivre la grossesse et aider avec le bébé quand il naîtra. » Léa hésita. L'offre était généreuse, mais elle ne voulait pas que Geneviève croie qu'elle pouvait acheter sa famille. « Geneviève, c'est très généreux, mais je ne peux pas accepter la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » se dépêcha d'expliquer Geneviève. « C'est une véritable proposition de travail. Je pensais à étendre mes affaires à une ligne de produits artisanaux. J'aurais besoin de quelqu'un pour coordonner cela, quelqu'un qui comprenne les besoins réels des gens. Vous connaissez le marché que je veux atteindre bien mieux que moi. » Claire s'intéressa à la proposition. « Quel type de produits artisanaux ? Des vêtements de bébé, des produits pour les mères qui travaillent, des choses pratiques fabriquées par des femmes qui ont besoin d'une source de revenus supplémentaire. Léa pourrait coordonner aussi bien la production que la distribution. » Léa considéra la proposition. C'était une véritable opportunité de travail, pas une faveur.
et en vivant près de Geneviève, elle pourrait s'assurer que la relation familiale se développe naturellement. « Puis-je y réfléchir ?» demanda Léa. « Bien sûr, rien ne presse, et quelle que soit votre réponse, je voudrais aider avec les frais médicaux de la grossesse et avec ce dont vous aurez besoin pour le bébé. Geneviève, vous n'avez pas besoin. Si, j'en ai besoin. Non seulement parce que nous sommes famille maintenant, mais parce que je vous ai fait perdre votre emploi injustement. C'est le moins que je puisse faire. » Ce soir-là, lorsque Léa et Claire rentrèrent à la maison, elles étaient toutes deux épuisées émotionnellement. Ça avait été une journée de révélation qui avait complètement changé leur perspective de vie. « Maman, tu penses que je devrais accepter sa proposition ?» demanda Léa avant de dormir. « Je pense que tu dois faire ce que ton cœur te dit, ma fille. Mais tu te souviens de ce que cette dame à l'arrêt de bus a dit? Que ce qui nous revient de droit revient toujours? Je m'en souviens. Peut-être que ce bébé est ce qui était destiné à réunir cette famille qui a été brisée il y a si longtemps. C'est peut-être la chance pour vous toutes de guérir des blessures du passé. » Léa posa la main sur son ventre et sentit le bébé bouger doucement. « Étienne, » murmura-t-elle à son ventre, « si tu pouvais choisir, que ferais-tu? Donnerais-tu une chance à ta sœur de faire partie de notre famille ?» Comme s'il répondait, le bébé donna un petit coup de pied vigoureux, arrachant un sourire à Léa. Le lendemain matin, Geneviève se réveilla plus tôt que d'habitude et se rendit dans l'ancienne chambre d'amis qu'elle avait proposée à Léa et Claire. La pièce était fermée depuis des années et aurait besoin d'un nettoyage complet et de quelques réparations. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Geneviève se retrouva à faire du travail manuel. Elle nettoya, rangea, peignit de petits détails, pensant toujours à comment rendre l'espace accueillant pour une femme enceinte et une dame âgée. Le travail physique était thérapeutique. Il lui donnait un sentiment d'utilité qu'elle n'avait jamais expérimenté. En arrangeant les meubles, Geneviève trouva une vieille boîte dans le placard de la chambre. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit de vieux jouets qui lui avaient appartenu quand elle était enfant. Parmi eux, il y avait 2 petites voitures identiques, 2 oursons en peluche pareille, 2 ballons de la même taille. La découverte la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Maintenant, tout prenait sens. Pourquoi avait-elle toujours 2 exemplaires des mêmes jouets? Parce qu'il y avait un frère jumeau qui jouait avec elle. Comment ses parents avaient-ils réussi à effacer si complètement sa mémoire de sa vie? Geneviève s'assit par terre dans la chambre et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des décennies. Elle pleura son enfance perdue, le frère qu'elle n'avait jamais connu, les années de solitude inutile. Mais elle pleura aussi de soulagement, parce qu'elle comprenait enfin pourquoi elle s'était toujours sentie incomplète. Cet après-midi-là, Léa appela Geneviève. « Geneviève, j'ai décidé d'accepter votre proposition, aussi bien pour le travail que pour le logement. Mais j'ai quelques conditions. Dites-moi. Premièrement, je veux un contrat de travail formel. Je ne veux pas que notre relation familiale interfère avec la relation professionnelle. Deuxièmement, je veux une autonomie totale pour développer les produits et choisir les artisanes. Et troisièmement, je veux qu'un pourcentage des bénéfices soit destiné à un fonds pour les mères célibataires de la région. » Geneviève sourit de l'autre côté du fil. Léa avait montré qu'elle avait le sens des affaires et une conscience sociale. Ce serait une excellente partenaire. « J'accepte toutes les conditions. Quand pouvez-vous emménager? » « La semaine prochaine. Je dois d'abord organiser certaines choses ici. » « Parfait. Et Léa? »« Merci. Merci de m'avoir donné une famille. Merci de m'avoir donné une chance de recommencer. » L'installation de Léa et de Claire dans la propriété de Geneviève marqua le début d'une nouvelle phase pour les 3 femmes. La maison d'amis fut transformée en un foyer chaleureux, et Geneviève découvrit qu'avoir du monde autour d'elle changeait complètement l'atmosphère de la propriété. Claire s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Elle installa sa machine à coudre sur la véranda de la petite maison et se mit à produire les premières pièces de la collection artisanale qu'elle développait. Geneviève fournissait les matériaux et Léa coordonnait les créations et la production. Le projet grandit rapidement. En 2 mois, elles avaient déjà 15 femmes qui travaillaient chez elles, produisant des vêtements pour bébés et des couvertures, des articles pour mères actives. Léa avait un talent naturel pour comprendre les besoins du marché et coordonner la production. Au fur et à mesure que la grossesse de Léa avançait, Geneviève devenait plus attentive et protectrice. Elle accompagnait toutes les consultations médicales,
lisait des livres sur les bébés, préparait la maison pour l'arrivée de l'enfant. C'était comme si elle vivait l'expérience d'être mère à travers sa belle-sœur. Un jour, alors que Léa était à son 8e mois de grossesse, elles organisaient la chambre du bébé quand Geneviève posa une question qu'elle gardait depuis des semaines. « Léa, as-tu pensé à un nom pour le bébé? Si c'est une fille, je veux l'appeler Sophie. » C'était le nom qu'Étienne préférait. « Et si c'est un garçon, si c'est un garçon ?» Je pensais à Étienne Bernard. Étienne pour le père, et Bernard en hommage à Monsieur Bernard, qui a gardé la lettre qui a révélé la vérité sur vous. Geneviève fut émue par ce choix. Je pense qu'Étienne serait très heureux de ces noms. Geneviève, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? Pourquoi n'as-tu jamais eu d'enfant? Geneviève cessa de plier les petits vêtements de bébé et réfléchit à la réponse. Je crois que je n'ai jamais réussi à me connecter véritablement à quelqu'un. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose en moi, que je n'étais pas assez complète pour partager ma vie avec quelqu'un. Aujourd'hui, je comprends que ce qui manquait, c'était la conscience de ma famille, de mon frère. Et maintenant? Maintenant que tu as découvert Étienne? Maintenant, je sens que je peux m'ouvrir à de vraies relations. Pour la première fois de ma vie, je me sens entière. Cette même semaine, Geneviève recroisa Dr Philippe lors d'un événement mondain. Il remarqua immédiatement le changement en elle. « Geneviève, tu es différente, plus légère. Que s'est-il passé ?» Geneviève raconta toute l'histoire de Léa, d'Étienne, la découverte de sa famille. Docteur. Philippe écouta avec un intérêt grandissant. « Geneviève, cela explique beaucoup de choses sur ta personnalité. Ce sentiment d'incomplétude, cette difficulté à créer des liens, même la réaction disproportionnée que tu as eue avec Léa cette nuit-là. Tu protégeais inconsciemment l'espace qui appartenait à ta famille perdue. Comment ça? Tu as attaqué Léa justement quand tu as découvert qu'elle était enceinte. Une partie de toi a dû comprendre qu'elle représentait la famille que tu n'avais jamais eue. C'était une réaction d'autodéfense émotionnelle. » Geneviève resta pensive. « Philippe, penses-tu que je devrais consulter un thérapeute pour traiter tout cela? Je pense que ce serait très bénéfique. Découvrir que tu as eu un frère jumeau et qu'il est déjà parti sont des informations traumatisantes qui doivent être traitées correctement. » Geneviève décida de suivre le conseil de son amie. Elle commença une thérapie 2 fois par semaine, travaillant non seulement le deuil de son frère perdu, mais aussi la reconstruction de son identité en tant que personne ayant une famille. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons tout juste. Pour continuer, en décembre, lorsque Léa a commencé à accoucher, Geneviève était à ses côtés à l'hôpital. Les 2 femmes étaient devenues très proches ces derniers mois, développant une relation qui mêlait amitié, famille et partenariat professionnel. L'accouchement fut long et difficile. Léa est restée en travail pendant près de 20 heures, et Geneviève est demeurée éveillée tout ce temps, lui tenant la main, l'encourageant, étant la famille que Léa n'avait pas en dehors de Claire. Lorsque Sophie Geneviève Morel est finalement née à 6 heures du matin, un samedi ensoleillé, Geneviève fut la première personne, après les médecins, à tenir sa nièce dans les bras. « Elle est magnifique, Léa », murmura Geneviève, les larmes aux yeux. Elle a les yeux d'Étienne. Léa était épuisée mais rayonnante. Geneviève. « Veux-tu être sa marraine ?»« Moi. Tu es sûre ?»« Oui. Tu es sa tante, mais je veux aussi que tu sois sa marraine. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle a une seconde mère qui l'aime. » Geneviève accepta cet honneur avec une profonde émotion. Tenant Sophie dans ses bras, elle fit une promesse silencieuse. Elle serait pour la petite fille tout ce qu'elle n'avait pas pu être pour son frère. Les premiers mois de Sophie transformèrent complètement la dynamique de la maison. La demeure, autrefois silencieuse et formelle, résonnait désormais des pleurs de bébé, de rires, de conversations sur les couches et les siestes. Geneviève découvrit qu'elle avait des instincts maternels qu'elle n'avait jamais su posséder. La ligne de produits artisanaux prospérait également. L'histoire de la femme d'affaires qui avait retrouvé sa famille grâce à une ancienne employée s'était discrètement répandue parmi les clients, créant une narrative de marque puissante. Les gens se connectaient à l'idée de produits fabriqués par des femmes qui avaient surmonté des difficultés. Léa se révéla une coordinatrice exceptionnelle.
Elle connaissait intimement les besoins des mères qui travaillent, parce qu'elle en avait été une. Elle savait quel produit serait réellement utile, quel prix serait abordable, quelle stratégie de distribution fonctionnerait. En moins d'1 an, elles avaient 50 femmes travaillant dans le réseau de production artisanale. Le projet était devenu non seulement une entreprise rentable, mais aussi une source de revenus stable pour des familles qui en avaient besoin. Lorsque Sophie eut 6 mois, Geneviève organisa une petite fête intime. C'était la première fois qu'elle recevait une véritable célébration familiale dans sa demeure. La différence entre cette fête et le dîner élégant d'1 an plus tôt était frappante. Au lieu d'invités célèbres et de conversations vides, il y avait Léa, Claire, Sophie, quelques artisanes qui travaillaient avec elle et le docteur Philippe avec son épouse. L'atmosphère était chaleureuse, authentique, pleine d'amour véritable. Pendant la fête, le docteur Philippe prit Geneviève à part. « Geneviève, je veux te dire quelque chose. En 20 ans d'amitié, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse et épanouie. Tu as trouvé ta raison d'être. » « J'ai trouvé ma famille, Philippe. J'ai découvert que l'argent et la réussite professionnelle ne comblent pas le vide de la solitude familiale. Et que veux-tu pour l'avenir ?» Geneviève regarda autour d'elle et vit Léa jouant avec Sophie, Claire discutant avec animation avec les autres dames, la maison pleine de vie et de sens. « Je veux continuer à construire cette famille que le destin m'a rendue. Je veux que Sophie grandisse entourée d'amour. Je veux développer nos projets sociaux. Et je... » Elle hésita. « Tu veux quoi ?»« Je veux trouver quelqu'un avec qui partager tout cela. Pour la première fois de ma vie, je me sens assez complète pour partager mon bonheur avec un compagnon. » Le docteur Philippe sourit. « C'est merveilleux, Geneviève. Tu es enfin prête à aimer et à être aimée. » Quelques mois plus tard, Geneviève rencontra Marc Roche lors d'un événement d'affaires. C'était un entrepreneur dans le domaine de la mode éthique, un homme de 45 ans, divorcé, père d'un adolescent. Quand Geneviève raconta l'histoire de la découverte de sa famille et du développement de sa ligne artisanale, Marc fut profondément impressionné. « Geneviève, quelle histoire incroyable! Vous avez transformé une situation traumatisante en quelque chose de constructif pour de nombreuses familles. J'ai appris que parfois, ce qui semble être la pire chose qui puisse arriver dans nos vies est en réalité le nouveau départ dont nous avions besoin. » Marc et Geneviève commencèrent à se fréquenter lentement. Pour la première fois de sa vie, Geneviève réussit à développer une relation amoureuse mûre et équilibrée. Elle ne cherchait plus quelqu'un pour combler un vide, mais quelqu'un avec qui partager sa plénitude. Léa observait l'évolution de la relation de Geneviève avec une joie sincère. Voir sa belle-sœur heureuse et amoureuse était la confirmation que tous les changements des dernières années avaient été positifs. Quand Sophie eut 1 an, Geneviève et Marc vivaient déjà ensemble. Son fils, Théo, âgé de 16 ans, passait les week-ends dans la maison et avait développé une relation affectueuse avec toute la famille élargie. La fête du premier anniversaire de Sophie fut un événement mémorable. Geneviève avait invité non seulement la famille proche, mais aussi toutes les artisanes qui travaillaient avec elle et leur famille. Le jardin de la maison était décoré avec une élégante simplicité et il y avait des activités pour les enfants de tous âges. Pendant la fête, Geneviève prononça un discours émouvant. « Il y a 2 ans, j'étais une femme riche, mais pauvre d'âme. J'avais tout sur le plan matériel, mais rien sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, en regardant autour de moi et en voyant toutes celles qui sont ici, notre famille élargie, je réalise que la vraie richesse réside dans les relations que nous construisons et dans l'amour que nous partageons. » « Léa, dit-elle en s'adressant directement à sa belle-sœur, merci de m'avoir offert non seulement une famille, mais aussi un but. Merci d'avoir transformé ma maison en un foyer. » Léa fut profondément émue. « Geneviève, merci d'avoir ouvert votre cœur pour nous. Merci d'avoir honoré la mémoire d'Étienne d'une manière qui l'aurait rendu très fier. » Claire, maintenant âgée de 60 ans, mais plus active que jamais puisqu'elle coordonnait une partie de la production artisanale, prononça également un bref discours. « J'ai élevé Léa seule, toujours inquiète de savoir si elle aurait assez de famille. Aujourd'hui, je vois qu'elle n'a pas seulement une famille, mais qu'elle a aidé à créer un réseau de femmes qui se soutiennent mutuellement. C'est plus que ce que j'avais jamais rêvé pour elle. » La fête se prolongea jusqu'à tard, avec des adultes discutant avec animation et des enfants jouant dans les jardins qu'Étienne avait entretenus des années auparavant. C'était comme si son esprit était présent,
voyant sa fille grandir entourée de l'amour de sa sœur et de toute une communauté qu'elles avaient construite ensemble. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, Geneviève, Léa et Claire s'assirent sur la véranda de la maison principale, chacune tenant une tasse de thé, observant Sophie dormir dans les bras de Léa. « Croyez-vous au destin ?» demanda Geneviève. « Je crois que certaines choses dépassent notre compréhension, » répondit Claire. « Étienne disait toujours que les choses arrivent pour une raison, même quand nous ne pouvons pas la voir sur le moment. Si je n'avais pas fait cette scène horrible au dîner, si je n'avais pas humilié Léa injustement, peut-être n'aurions-nous jamais découvert la vérité sur notre famille, » réfléchit Geneviève. « Peut-être fallait-il que les choses se brisent d'abord pour pouvoir se reconstruire plus solidement, » dit Léa. « Vous pensez qu'Étienne le sait? Où qu'il soit, vous pensez qu'il sait que sa fille a une tante qui l'aime, que sa famille s'est retrouvée. » Les trois femmes restèrent silencieuses quelques minutes, chacune perdue dans ses propres pensées. « Je crois que oui, » dit finalement Léa. « Je crois qu'il voit Sophie grandir heureuse, qu'il voit à quel point vous êtes devenue une tante merveilleuse, qu'il voit comment notre famille est devenue une inspiration pour d'autres familles. » 2 ans plus tard, lorsque Sophie avait 3 ans, Geneviève et Marc décidèrent de se marier. La cérémonie fut intime et modeste, célébrée dans le jardin de l'hôtel particulier, avec Sophie comme demoiselle d'honneur et Théo comme page. Léa fut la marraine de Geneviève, une inversion symbolique des rôles qui montrait à quel point leur vie s'était entrelacée. Claire fut chargée de coordonner tous les détails de la fête, ce qu'elle faisait avec joie et compétence. Pendant la cérémonie, Geneviève rendit un hommage spécial à Étienne, Étienne Morel, frère que je n'ai jamais connu mais qui m'a toujours manqué. Merci d'avoir laissé un héritage d'amour à travers ta fille Sophie et ton épouse Léa. Tu as réuni notre famille, même après ton départ, et pour cela je te serai éternellement reconnaissante. Le mariage de Geneviève fut largement couvert par les réseaux sociaux, non pas pour son glamour, mais pour l'histoire humaine qui se cachait derrière. Le récit de la femme d'affaires qui avait découvert sa famille, à travers une situation conflictuelle, résonna chez de nombreuses personnes confrontées à des relations familiales complexes. La gamme de produits artisanaux était devenue une entreprise de taille moyenne, employant directement plus de 200 femmes et bénéficiant indirectement à des centaines de familles. Léa était devenue non seulement coordinatrice, mais aussi associée de l'entreprise, avec une participation aux bénéfices et un pouvoir de décision. Ce succès entrepreneurial leur permit d'étendre les projets sociaux. Elles créèrent un centre de formation professionnelle pour mères célibataires, proposant des cours d'artisanat, de gestion domestique et d'entrepreneuriat de base. Le centre était installé dans un bâtiment adjacent à l'hôtel particulier et accueillait des femmes de toute la région parisienne. Sophie grandissait en parlant 3 langues, le français avec sa famille, l'anglais avec Marc, qui avait vécu à l'étranger, et le langage bébé avec toutes les artisanes qui lui rendaient constamment visite. C'était une enfant douce et intelligente qui semblait avoir hérité de la sensibilité de son père et de la détermination de sa tante. Quand Sophie eut 4 ans, Geneviève décida de créer un mémorial pour Étienne dans le jardin de l'hôtel particulier. C'était un espace spécial avec les plantes qu'il avait plantées, un banc en bois où l'on pouvait s'asseoir et réfléchir, et une plaque qui disait « Étienne Morel, frère bien-aimé, père dévoué, jardinier des cœurs. Ta famille grandit à travers l'amour que tu as planté. » L'inauguration du mémorial fut un moment profondément émouvant. Sophie, bien que toute petite, semblait comprendre l'importance du moment. Elle déposa une petite fleur sur le mémorial et dit « Pour le papa du ciel, qui, comme l'a dit tante Geneviève, m'aime beaucoup. » Léa pleura, non de tristesse, mais de gratitude. Voir sa fille grandir en connaissant l'histoire de son père, entourée d'une famille qui l'honorait même sans l'avoir connue, c'était plus qu'elle n'avait jamais rêvé. Ce soir-là, Geneviève écrivit dans son journal intime « Aujourd'hui, cela fait 5 ans depuis la nuit où j'ai découvert ma famille de la manière la plus inattendue. Si quelqu'un m'avait dit, lors de ce terrible dîner, que j'étais sur le point de trouver le vrai bonheur à travers la personne que j'humiliais, je ne l'aurais jamais cru. J'ai appris que parfois nos pires moments sont en réalité des portes vers nos plus beaux destins. Oh, Étienne, frère que je n'ai jamais connu, merci d'avoir fondé une si belle famille, qui est devenue la mienne aussi. Sophie grandit en sachant qu'elle est profondément aimée, et c'est le plus grand cadeau que je puisse offrir à ta mémoire. » À 5 ans,
Sophie montrait déjà de l'intérêt pour aider au travail des artisanes. Elle était fascinée de voir les femmes coudre, broder, créer de belles pièces de leurs propres mains. Geneviève et Léa décidèrent de créer un projet spécial, des cours d'artisanat pour enfants, où Sophie et d'autres enfants de la région pouvaient apprendre des compétences de base tout en côtoyant des femmes de différentes générations. Le projet Petites Artisanes devint très populaire. Des enfants de 5 à 12 ans passaient quelques après-midi par semaine au centre, apprenant non seulement des techniques manuelles, mais aussi des valeurs de coopération, de patience et d'appréciation du travail artisanal. Sophie se démarquait naturellement dans les activités, mais plus important encore, elle apprenait à valoriser le travail des personnes autour d'elle. Elle grandissait en comprenant que la richesse n'était pas seulement l'argent, mais aussi le savoir, les compétences et les relations. Un jour, quand Sophie avait 6 ans, elle posa une question qui toucha profondément Geneviève. « Tante Geneviève, pourquoi n'as-tu jamais eu d'enfant à toi ?» Geneviève réfléchit soigneusement à sa réponse. « Tu sais, Sophie, j'attendais que tu apparaisses dans ma vie. J'avais besoin de trouver ta famille d'abord pour pouvoir être complète en tant que personne. Maintenant, je t'ai comme nièce, j'ai Théo comme beau-fils, et j'ai une belle famille. Et tu es heureuse comme ça ? Je suis plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. » Sophie acquiesça avec la sagesse particulière des enfants et retourna jouer. Mais la conversation resta dans l'esprit de Geneviève pendant des jours. Était-elle vraiment heureuse avec la famille qu'elle avait construite ? La réponse était un oui absolu. Geneviève avait découvert qu'il existe de nombreuses façons d'être mère. Elle était mère-tante pour Sophie, belle-mère pour Théo, mère-mentor pour des dizaines de femmes artisanes qui dépendaient d'elle pour leur subsistance et leur épanouissement personnel. C'était une maternité élargie, multiple, profondément gratifiante. Quand Sophie eut 7 ans, elle exprima le désir d'en savoir plus sur son père. Léa et Geneviève décidèrent qu'il était temps de partager plus de détails sur l'histoire familiale, de manière adaptée à son âge. Elles organisèrent un après-midi spécial au mémorial du jardin, où elles racontèrent à Sophie comment papa et tante Geneviève étaient frères et sœurs qui avaient été séparés enfants, comment il avait travaillé dans le jardin de la tante sans savoir qui elle était, et comment son amour avait réuni la famille même après son départ. Sophie écouta tout avec une profonde attention, posant des questions intelligentes et faisant preuve d'une compréhension émotionnelle impressionnante pour son âge. « Alors papa était comme un ange qui a réuni notre famille ?» demanda-t-elle. « D'une certaine façon, oui, » répondit Léa. « Il a planté des graines d'amour qui ont grandi après son départ. Et c'est pour ça que tante Geneviève prend soin de nous. Tante Geneviève prend soin de nous parce qu'elle nous aime sincèrement, et parce qu'elle a découvert que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, mais aussi ceux qui choisissent de rester ensemble. » Ce soir-là, Sophie demanda à dormir dans la chambre de tante Geneviève, ce qu'elle faisait occasionnellement quand elle voulait se sentir particulièrement protégée. Pendant que Geneviève racontait une histoire pour endormir sa nièce, Sophie posa une dernière question. « Tante Geneviève, tu crois que quand je serai grande, j'aiderai d'autres familles à se retrouver comme tu l'as fait ? Je crois que tu feras des choses encore plus incroyables que ça, Sophie. Tu grandiras en sachant que l'amour peut tout transformer, et c'est un pouvoir très spécial. » 2 années supplémentaires passèrent. Sophie avait 9 ans et fréquentait déjà une école privée que Geneviève payait, mais elle restait connectée à ses origines grâce au projet des artisanes et à la vie avec la famille élargie qu'elles avaient créée. L'entreprise artisanale s'était étendue à d'autres régions, mais en maintenant toujours le modèle coopératif qui garantissait une participation aux bénéfices pour toutes les productrices. Léa était devenue une entrepreneure reconnue dans le secteur, donnant des conférences sur l'économie solidaire et l'entrepreneuriat féminin. Geneviève avait trouvé son but dans la vie non seulement comme femme d'affaires accomplie, mais comme catalyseur de transformation sociale. La demeure était devenue un centre rayonnant de projets qui bénéficiait à des centaines de familles. Claire, maintenant âgée de 67 ans, était devenue la coordinatrice senior des artisanes les plus expérimentées, une position qui lui procurait une grande satisfaction personnelle. Elle voyait ses connaissances et son expérience être valorisées et transmises aux générations plus jeunes. Marc s'était complètement intégré à la famille. Théo, maintenant âgé de 23 ans, étudiait l'administration
et exprimait son intérêt à reprendre une partie des affaires familiales à l'avenir. Cette union avait créé une famille véritablement recomposée, unie non seulement par le sang, mais par choix et par affinité. Un dimanche après-midi, tandis que toute la famille était réunie dans le jardin pour un déjeuner informel, Sophie fit un dessin spécial. C'était un grand arbre avec de nombreuses branches, et sur chaque branche, elle avait dessiné un membre de la famille. Léa, Geneviève, Claire, Marc, Théo et même Étienne, représentés comme une étoile au-dessus de l'arbre. « C'est notre dessin de famille », annonça Sophie fièrement. « Papa veille sur nous tous de là-haut et nous sommes tous connectés par les branches de l'amour. » Geneviève prit le dessin et sentit ses yeux se remplir de larmes. Une enfant de 9 ans avait capturé dans un simple dessin la complexité et la beauté de la famille qu'ils avaient construite ensemble. « Sophie, je peux garder ce dessin pour toujours ?» demanda Geneviève. « Bien sûr, tante Geneviève, mais tu promets de le montrer aux autres enfants qui n'ont pas une famille complète, pour qu'ils sachent qu'une famille peut être construite de toutes sortes de façons différentes ?» Geneviève serra sa nièce dans ses bras. « Je te le promets, ma jolie. Je promets que nous utiliserons notre histoire pour aider d'autres personnes à trouver leur famille aussi. » Ce soir-là, après que tout le monde fut allé se coucher, Geneviève sortit dans le jardin et s'assit sur le banc commémoratif d'Étienne. C'était quelque chose qu'elle faisait régulièrement lorsqu'elle avait besoin de réfléchir à la vie. « Étienne, » dit-elle à voix basse, « aujourd'hui Sophie a fait un dessin de notre famille, et pour la première fois, j'ai pleinement compris ce que tu nous as donné. Non seulement une fille merveilleuse à aimer comme ma nièce, mais aussi un exemple de la façon dont l'amour peut transcender le départ, peut grandir à travers les générations, peut guérir des blessures dont nous ignorions même l'existence. » Une brise légère fit trembler les feuilles des arbres qu'Étienne avait plantés des années auparavant, et Geneviève sourit, interprétant cela comme une réponse affectueuse d'un frère qui, même sans l'avoir connu personnellement, continuait de veiller sur sa famille à travers l'héritage d'amour qu'il avait laissé. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de l'histoire et d'où vous nous voyez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-le dans les commentaires avec des mots sincères. Pensez-vous que Geneviève a pris la bonne décision en ouvrant son cœur à sa nouvelle famille? Nous adorerions lire votre opinion. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.